La plage des Blancs-Sablons au Conquet, d'environ 2 km de long, est ouverte au nord-ouest sur la mer d'Iroise et les îles du Ponant et fermée au sud-est par un long cordon dunaire qui recouvre la falaise de micaschiste de la presqu'île des Blancs-Sablons qui se termine à l'ouest par la pointe de Kermorvan. Cette baie est le résultat de l'altération chimique et de l'érosion mécanique différentielle des roches cristallines, fragilisées au nord-est par la faille Kerforn, sud-est-nord-ouest, témoin de la fracturation de la Pangée, à l'origine de l'ouverture de l'Atlantique central, il y a environ 200 millions d'années. Le cordon dunaire comprend face à la mer la dune blanche instable fixée par des espèces pionnières psamophiles, comme l'Oya, et vers l'intérieur, au sud-est, la dune grise sur laquelle poussent d'autres plantes herbacées et des espèces ligneuses buissonnantes comme le prunelier ou l'ajon. L'Oya, Psama arenaria, est une poacée vivace pionnière, strictement psamophile, des dunes du bord de mer de l'Atlantique Nord, depuis la Scandinavie jusqu'à l'extrémité ouest de la côte du Portugal. L'Oya est également une plante halophile, mais elle craint l'eau de mer directement sur ses racines et ne colonise pas la base de la dune, soumise périodiquement lors des marées de Vivo, au contact avec l'eau salée. Les tempêtes de noroît et les courants déposent le sable au fond de la baie, puis les vents forts de noroît le sèchent et le déposent au pied de la falaise, où il est arrêté par les feuilles d'Oya, fixé par ses racines et colonisé par ses longs rhizomes traçants, formés d'une succession de phytomères qui dragonnent au niveau des nœuds de nouveaux plants qui sortent du sable nouvellement déposé et le fixent. Cette xérophyte, pionnière des fonds de mer sableux, fréquemment soumis à des vents forts, aux assauts répétés des vagues lors des tempêtes, qui déchaussent ses plants et effondrent la dune, aux aérosols des embruns desséchants qui déposent du sel sur ses feuilles, et à la pression anthropique du piétinement, réussit, dans les conditions extrêmes de son biotope, à pousser en touffe dans la zone appelée dune blanche, sur des terrains meubles qui en plus ne retiennent pas l'eau. La capacité de l'Oya à résister à ces paramètres abiotiques et à s'implanter dans le sable fin est due aux adaptations morpho-anatomiques et histologiques de son appareil végétatif et à ses capacités reproductrices sexuées et surtout asexuées. L'Oya, face à la mer et au vent, est capable, par les adaptations de son appareil végétatif, d'affronter et de surmonter les conditions extrêmes qui règnent sur l'avant-dune et sur son sommet, de s'y implanter et de s'y reproduire. Lumière intense, vent violent qui déplace le sable et mitraille ses feuilles de particules de quartz, sel dans les gouttelettes des embruns aérosolisés, eau de pluie rare qui s'infiltre dans le sable mais ne s'arrête pas, vagues lors des tempêtes et les plus hautes marées qui déchaussent la dune naissante, et enfin l'homme, qui par ses infrastructures et son piétinement incessant déchausse l'Oya et détruit la dune. Les longues racines de l'Oya, développées et très déliées, s'étendent dans tous les sens et s'enfoncent profondément dans le sable des dunes, ce qui assure à la plante une assiette solide qui lui permet de résister aux effets déchaussants du vent. Elles forment un important chevelu racinaire en forme de large tapis qui retient les grains de sable, ce qui permet la fixation et la formation des systèmes dunaires. Le sable dunaire, composé à plus de 95% de grains de quartz, est donc naturellement pauvre en matière nutritive, notamment en carbone, azote et phosphore, est enrichi par la décomposition des laisses de mer déposées en haut de la plage. Les algues et les restes animaux sont mélangés au sable entre les racines d'Oya et apportent par leur dégradation les éléments nutritifs, notamment nitrates et phosphates, source d'azote grand N et de phosphore grand P, pour les biosynthèses d'ADN et de protéines, nécessaires à la nutrition minérale de l'Oya. La rhizosphère de l'Oya attire par chimiotactisme des bactéries du genre Azotobacter, aérobies et fixatrices d'azote atmosphérique, qui grâce à leur nitrogénase convertissent le diazote N2 de l'air en ammoniac NH3 puis en ion ammonium NH4+, directement assimilable par l'Oya. Cette association, libre, non symbiotique, augmente d'un facteur 100 la concentration en azote du sable dunaire, naturellement pauvre en azote. La souche d'Oya, d'où partent les tiges et les feuilles, produit en permanence à partir des racines un réseau très ramifié de tiges souterraines horizontales, jaunâtres et rampantes, appelées rhizomes, qui progressent à faible profondeur en suivant le sable et qui peuvent parcourir près de 10 mètres par an.
À la différence des racines, les rhizomes sont pourvus au niveau de leurs nœuds de racines adventives et de bourgeons qui pourront donner naissance à des drageons puis à des tiges aériennes. Le méristème terminal du rhizome traçant, produit par un mécanisme qualifié d'itératif et non de répétitif. Des phytomères semblables, mais non identiques, formés chacun d'un entrenœud et d'un nœud, au niveau duquel se trouvent des racines adventives blanchâtres et des bourgeons écailleux, dont les feuilles réduites à des écailles imbriquées protègent chacune un méristème primaire adventif. On trouve donc au niveau de chacun des nœuds d'un rhizome tous les organes nécessaires pour drageonner une nouvelle plantule si les conditions le permettent. Ainsi, à chaque apport de sable, l'Oya émet à partir de ses racines de nouveaux rhizomes à croissance verticale appelés drageons, également phytomérisés avec à chaque nœud des bourgeons et des racines adventives, et à l'origine chacun d'un nouveau plant d'Oya qui percera la surface du sable et régénérera la touffe enterrée. Le parcours souterrain du rhizome traçant est ainsi démasqué par la succession des jeunes plants d'Oya qui sortent en surface et qui sont reliés à cette tige souterraine. La fragmentation des rhizomes lors des tempêtes qui effondrent la dune ou du piétinement qui déchausse les plants permet la multiplication végétative très active des plants mères d'Oya, déjà adaptés et acclimatés à ce biotope, et sa propagation rapide sur la dune. La tige aérienne, appelée chaume chez les poacées, est très courte et difficilement visible chez l'Oya. Elle porte de longues feuilles tubulaires gainées d'environ 1 mètre de long, disposées en touffes qui partent toutes d'un point central au ras du sol. La tige est protégée, à sa base, par une longue gaine sclérifiée, véritable bouclier, qui lui permet de résister au cisaillement des vents violents et de protéger les feuilles des projections de grains de sable qui sont plus fortes au ras du sol. Les feuilles tubulaires de l'Oya, d'un vert grisâtre et de plus d'1 mètre de long, sont étroites, souples et luisantes sur leur face inférieure. Les feuilles de l'Oya sont formées chacune d'une gaine sclérifiée, d'une ligule membraneuse spécifique et d'un limbe linéaire étroit à nervures parallèles qui forment une longue gouttière autour de l'axe végétatif. Cette structure tubulaire offre peu de surface au vent, ce qui permet aux feuilles d'Oya de plier sous le vent sans rompre et de réduire leur déshydratation. L'épiderme inférieur de la feuille, qui fait face au vent et aux projections de sable, est recouvert d'une épaisse cuticule cireuse imperméable qui protège la feuille des frottements abrasifs des grains de sable et l'Oya du sel et du dessèchement. Enfin, l'originalité de la feuille d'Oya réside dans sa capacité à s'enrouler sur elle-même par temps sec, créant ainsi une atmosphère interne temporée et plus humide, qui limite les pertes d'eau et permet les échanges gazeux résiduels de l'évapotranspiration et de la photosynthèse, même par temps sec et chaud. La coupe longitudinale à gauche et transversale à droite d'une feuille d'Oya révèle à la loupe, au grossissement de 40 fois, sa structure remarquable et unique chez les xérophytes. Sa face adaxiale supérieure, pilifère et stomatifère, présente de très petits replis semblables au soufflet d'un accordéon qui augmentent la surface d'échange gazeux avec l'atmosphère et sur lesquels sont implantés de nombreux poils épidermiques qui protègent du vent les stomates situés à leur base. Cette structure unique permet à l'humidité atmosphérique du début et de la fin de journée de s'y condenser en gouttelettes d'eau liquide qui vont glisser le long de la gouttière foliaire jusqu'au sol où elles seront absorbées par les racines superficiellement enterrées. L'Oya, fixée sur un sol sableux qui ne retient pas l'eau, peut ainsi s'approvisionner en eau même lors de longues périodes de sécheresse. En vert, le mésophile chlorophylien qui va réaliser à la lumière la photosynthèse du glucose à partir de dioxyde de carbone CO2 absorbé par les stomates et de l'eau liquide H2O absorbée par les racines, puis transporté jusqu'aux feuilles grâce à l'évapotranspiration foliaire. Sous l'épiderme inférieur, totalement imperméable au gaz et coloré en brun, le sclérenchyme, tissu lignifié mort de soutien qui donne à la feuille son squelette. Dans le fond des cryptes pilifères, les cellules bulliformes non visibles qui sont responsables de l'ouverture et de la fermeture de la feuille d'Oya. Nous avons reconstitué, sous loupe, l'ouverture et la fermeture de la feuille d'Oya d'un plan prélevé la veille. Au départ, la feuille est fermée, repliée de part et d'autre de son plan de symétrie et de ses nervures secondaires. Seule une fine ouverture longitudinale permet à l'atmosphère interne de communiquer avec l'atmosphère externe, ce qui est le cas lors d'une journée ensoleillée et ventée d'été. La feuille, en position anatomique, offre au vent salé
et desséchant sa face inférieure cireuse, donc totalement imperméable au gaz, et renforcée sur toute sa longueur par du sclérenchyme ligneux. On dépose à la pipette de l'eau, ce qui reproduit les conditions météorologiques de début et de fin de journée, ou d'une journée pluvieuse. Quelques minutes après, le limbe s'ouvre progressivement et l'angle d'ouverture atteint 40 degrés au bout de 20 minutes. L'eau liquide doit arriver au fond des cryptes épidifères pour que les cellules bulliformes plasmolysées puissent par osmose s'hydrater et se déplasmoliser. La turgescence de toutes les cellules bulliformes alignées parallèlement sur 1 mètre pousse latéralement vers l'extérieur, ce qui ouvre le limbe. Immédiatement après, nous avons reconstitué avec un sèche-cheveux les conditions déshydratantes d'une journée ensoleillée et ventée. On observe en environ 20 minutes également la fermeture du limbe qui retrouve son état initial. L'air sec et chaud déshydrate les cellules bulliformes qui se plasmolisent. La contraction sur toute la longueur de la feuille de toutes les cellules bulliformes qui se déshydratent tire l'épiderme de part et d'autre des cryptes, ce qui ferme le limbe. Ces mouvements, rapides à l'échelle des changements météorologiques et entièrement passifs, sont dus à l'hydratation et à la déshydratation par osmose des cellules bulliformes et permettent à la plante de s'adapter rapidement aux variations des conditions du milieu et ainsi d'éviter la déshydratation. L'observation microscopique d'une coupe transversale de feuilles enroulées d'Hoya va nous permettre de découvrir son histologie, c'est-à-dire les cellules spécialisées de ces tissus. L'épiderme de la face abaxiale, inférieure, possède une épaisse cuticule sans stomate et est donc totalement imperméable au gaz. Juste au-dessus, vers l'intérieur, on découvre un tissu de soutien très développé appelé sclérenchyme, formé de cellules mortes dont les parois épaisses et lignifiées donnent à la feuille la rigidité nécessaire pour résister aux vents violents, pliée mais sans casser. La face adaxiale supérieure, ondulée comme les soufflets d'un accordéon, ce qui augmente sa surface d'échange, possède un épiderme pidifère à stomate recouvert d'une fine cuticule. Ces crêtes digitées forment à leur base des cryptes épidifères et stomatifères, au fond desquelles se trouvent les cellules bulliformes, responsables de l'ouverture et de la fermeture de la feuille. Les longs poils épidermiques arrêtent le vent, condensent la vapeur d'eau, gardent l'humidité à l'intérieur de la feuille enroulée et protègent les stomates, dont l'ostiole peut s'ouvrir sans risquer de déshydrater l'Hoya. On découvre, dans l'épiderme supérieur, mais plutôt au fond des cryptes épidifères, des stomates protégés par les nombreux et longs poils épidermiques. Chaque stomate est composé de 2 cellules stomatiques de garde qui délimitent un orifice ou ostiole d'environ 5 micromètres de large et 10 micromètres de long, seule porte d'entrée et de sortie des gaz lorsqu'il est ouvert. Dans chaque repli de la face supérieure se trouve un faisceau cribrovasculaire entouré d'une gaine périvasculaire de sclérenchyme, sorte de pseudo-endoderme en U coloré ici en jaune. Dans chaque faisceau, on reconnaît en rouge les gros vaisseaux lignifiés du xylème qui conduisent la sève minérale brute, le cambium libéroligneux et en violet les tubes criblés du phloème qui conduisent la sève élaborée organique, synthétisée à la lumière par le mésophile. Au fond des cryptes, les cellules bulliformes de l'épiderme de la face supérieure sont responsables de l'enroulement de la feuille sous un air sec et de son ouverture sous un air humide. Enfin, le mésophile chlorophyllien photosynthétique, ici en rose, est formé de cellules chlorophylliennes dans lesquelles les chloroplastes réalisent à la lumière la photosynthèse du glucose. Ces adaptations structurales et histologiques permettent à l'Hoya de se développer sur les dunes de sable, de résister aux vents salés desséchants et chargés de sable et de résister à de longues périodes de sécheresse. L'Hoya se reproduit facilement, naturellement et artificiellement par reproduction sexuée à partir d'un caryopse et par reproduction asexuée ou clonage à partir de ses drageons. L'Hoya est une plante hermaphrodite protandre, d'abord mâle puis femelle, à pollinisation anémogame, dont le pollen est disséminé entre les individus exclusivement par le vent. Les graines, appelées caryopses chez les poacées, tombent le plus souvent à proximité de la plante mère. Mais l'Hoya se propage surtout à partir de son rhizome, par reproduction végétative asexuée, stimulée par le déchaussement de la dune. À chaque ensablement, le rhizome horizontal émet des rhizomes verticaux appelés drageons, à l'origine chacun d'un plant d'Hoya, clone issu d'un prototype initial adapté à ce biotope, ce qui optimise sa reproduction. L'Hoya peut ainsi couvrir et fixer d'une végétation dense des surfaces importantes de sable, pour peu qu'on ne la piétine pas.
Le repeuplement des parcelles dégradées, notamment par le piétinement, se fait à partir de plantes d'Hoya repiquées, extraits de touffes denses, dont les nœuds portent des racines adventives et des bourgeons, d'où partiront les nouveaux rhizomes. On voit ici que 20 ans après, l'Hoya a recouvert entièrement cette parcelle dénudée, sur laquelle on devine encore les nombreux sentiers qui la traversaient. Le vent, les vagues et l'énorme pression anthropique subie par les dunes de sable lors des grandes migrations estivales menacent l'écosystème dunaire, naturellement fragile et instable. Son existence même dépend d'espèces végétales pionnières, dont l'Hoya, xérophyte psamophile et halophile, parfaitement adapté au sable, dans lequel il s'implante par son chevelu racinaire, qu'il maintient grâce à ses racines et à ses rhizomes, et qu'il développe en arrêtant le vent avec ses feuilles et en se propageant dans le sable avec de longs rhizomes traçants. L'écosystème dunaire, et donc l'Hoya, assure une protection naturelle face à l'érosion des plages, à l'inéluctable recul du trait de côte accéléré par l'élévation du niveau de la mer et par les puissantes tempêtes liées au réchauffement climatique. Il faut donc encourager les efforts de protection du conservatoire littoral pour restaurer les dunes, aménager leur accès, et cela dans le respect des équilibres naturels.